Près de 200 infrastructures publiques en état de dégradation, le gouvernement entend sévir. L'une des décisions du Conseil des ministres qui évoque aussi la redynamisation des conseils d'administration. L'exécution du budget exercice en cours est aussi passée en revue. Détail des grandes décisions en ouverture de journal. C'est désormais acté. Les plans architecturaux de l'hôpital de référence de la ville de Bobo sont adoptés. Une nouvelle étape marquée par l'approbation du ministre de la Santé. Les détails de l'infrastructure sont également dévoilés et c'est ce que nous verrons dans quelques minutes. Rencontre constructive et positive pour les chefs d'État américains et russes. 5 heures de discussion sanctionnées par le retour des ambassadeurs respectifs. La coopération États-Unis-Russie se redessine sous de bons auspices. C'est à suivre dans cette édition. Voici décliner les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans cette édition, il sera aussi question de l'initiative présidentielle « Un enfant en âge scolaire, un repas ». Et pour en parler, nous serons avec le docteur Sidibé Anago Alice Gisèle. Elle est la secrétaire permanente de l'initiative. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Je serai à vous dans un instant. Sévir face à la dégradation constatée des infrastructures publiques, le gouvernement burkinabé l'a décidé au cours du Conseil des ministres de ce jour. Près de 200 bâtiments sont concernés, dont une centaine d'écoles et de collèges d'enseignement général. Le Conseil a également examiné le rapport des comités de discipline dans les services publics. Le point des dossiers examinés avec Jean-Eudes Bayala et Fousseni Kidou. La situation budgétaire de l'État est relativement bien appréciée en termes de dépenses et de tenue de la trésorerie pour le premier trimestre de l'année en cours. Environ 23% de taux d'exécution contre 20% pour l'année dernière à la même période. Le Conseil des ministres s'est donc réjoui de cette performance. Cette tenue, ou j'allais dire cette bonne tenue des principaux indicateurs de l'exécution budgétaire et de la trésorerie a été obtenue dans un contexte régional et mondial que nous connaissons tous. Il est marqué donc par les incertitudes liées donc à la pandémie de la Covid-19 et aussi cette bonne tenue des indicateurs a été obtenue aussi dans un contexte national que nous connaissons également, marqué d'une part par un climat sociopolitique post-électoral apaisé, mais aussi dans un climat de poursuite des efforts du gouvernement donc dans la lutte contre le terrorisme et naturellement la poursuite aussi des investissements publics. Le gouvernement qui a également accédé à la demande de naturalisation de 285 personnes qui acquièrent désormais la nationalité burkinabé. Cette rencontre hebdomadaire des ministres est revenue sur l'examen du rapport de fonctionnement des conseils de discipline dans les administrations publiques burkinabé. Près d'une trentaine de conseils de discipline ont pu déposer le rapport qui indique les activités menées notamment dans le cadre de la moralisation de la vie de l'administration publique. Alors, si nous redynamisons les conseils de discipline, naturellement, c'est un instrument de moralisation de l'administration. Nous donnons encore davantage de moyens pour réprimer. Et parlant de moralisation de la vie publique, le gouvernement annonce qu'il sévira contre les manquements qui ont conduit au cas des sinistres observés sur les bâtiments publics. Dégradation et autres dommages concernent 170 bâtiments publics dans toutes les régions du pays en cette période de pluie. Le seul ministère de l'Éducation nationale enregistre 110 écoles et collèges effondrés et ou partis en ruine. L'instruction a été donnée pour que le ministre en charge des constructions rapporte en Conseil des ministres un rapport et qui proposerait donc des actions fortes. Et ces actions fortes, de mon point de vue, ne pourraient pas occulter la prise de sanctions contre les fautifs. Le ministre de la Communication annonce d'ailleurs une rencontre demain avec la presse pour mieux expliquer cette situation et annoncer les mesures fortes décidées par le gouvernement. Nous vous l'annoncions dans nos éditions de la veille, un nouveau programme présidentiel est en marche. Il s'agit de l'initiative assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré. Une initiative qui sera officiellement lancée ce 17 juin. Nous en reparlons ce soir avec le docteur Sidibé Anago Alice Gisèle, secrétaire permanente de l'initiative. Une fois de plus, bonsoir madame. Bonsoir madame. Alors, est-ce qu'on peut savoir concrètement comment les choses vont se passer déjà? Quel est le public cible? Ok, merci madame. Et je vais un peu revenir sur l'initiative, ce qu'elle est, les objectifs. L'initiative présidentielle est un programme innovant de protection sociale du chef de l'État
son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, qui permettra, premièrement, d'améliorer la disponibilité des denrées alimentaires au niveau des cantines scolaires. Deuxièmement, d'améliorer la nutrition des enfants à l'école. Et troisièmement, de renforcer le système agroalimentaire rural dans la sécurité alimentaire et basée sur une agriculture intelligente face au climat et surtout à la gestion des ressources en eau. D'accord. Alors, quand on entend l'intitulé, on parle d'enfants en âge scolaire. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il faut être inscrit à l'école pour bénéficier justement de ce programme? Non, pas du tout justement. L'initiative présidentielle, c'est tout enfant en âge scolaire, pas les enfants seulement scolarisés. Parce que nous savons qu'au Burkina Faso, normalement, tout enfant scolarisé était censé aller à l'école. Mais dans notre pays, bon nombre d'enfants ne vont pas à l'école. Selon les statistiques du ministre en charge de l'éducation, environ 50% ou bien 60% des enfants en âge scolaire sont seulement scolarisés. Donc, tout le reste des enfants scolaires, donc les enfants vulnérables, l'initiative aussi s'intéresse à ces enfants. D'accord. Et comment justement cela va se passer dans la pratique, puisque vous voulez toucher même les enfants qui ne vont pas à l'école? Comment, par exemple, les repas seront servis? Bon, les repas, au fait, l'initiative même comprend 4 composantes. Et la composante la plus forte, c'est d'abord la production qu'il va falloir améliorer pour une disponibilité adéquate justement des denrées. Et disponibiliser justement les denrées, c'est améliorer aussi la production. Et production, ce sont nos producteurs. Nous avons plus de 80% de petits producteurs dans notre pays. Quand on va améliorer la production, on améliorera leur statut, on améliorera leurs revenus et ils vont permettre justement à leurs enfants de pouvoir manger de façon adéquate, de façon suffisante. Ce ne serait plus seulement justement améliorer des cantines scolaires, mais même au-delà des cantines scolaires, même à la maison, lorsque vous avez l'argent, je pense que vous améliorez le statut nutritionnel et la qualité de l'alimentation de vos enfants. On l'a entendu hier au cours de la conférence de presse, un des ministres disait qu'on allait impliquer également les parents producteurs pour qu'ils puissent aussi avoir un apport au niveau donc de la réalisation de ce projet. Mais il a aussi été question de repas accessibles en dehors même des jours de classe. On aimerait un peu savoir comment est-ce que ça va se passer de façon pratique sur le terrain. Tout à fait. À l'école aujourd'hui, l'alimentation scolaire n'est pas nouvelle. Ça se fait déjà au niveau de nos écoles, mais vous savez que le plus souvent, au regard justement du manque suffisant justement de denrées alimentaires, ça se passe sur juste une partie de l'année. Donc l'initiative présidentielle, c'est justement pouvoir améliorer la disponibilité des aliments. Et pour augmenter la disponibilité des aliments, il faut permettre aux parents de pouvoir produire. Nous allons améliorer, nous allons donner justement des semences, nous allons donner de l'équipement, nous allons tout ce qui est aspect production, nous allons améliorer pour pouvoir équilibrer, stabiliser justement la production afin que les parents soient à même de nourrir leurs enfants, même quand les enfants sont à la maison. Nous, l'initiative présidentielle, c'est au moins un repas. Mais peut-être que ces parents-là, lorsqu'on va améliorer leurs conditions de vie, la production, ils vont au-delà de 3 repas. D'accord. Alors, on nous parle d'un budget estimé à près de 488 milliards, c'est bien cela. Oui. Est-ce que l'État dispose des moyens de sa politique? Bon, vous savez, et dans toute chose, c'est d'abord l'engagement politique. Sachez que l'engagement politique est là. Et il y a des ministères phares qui se sont déjà appropriés justement de l'initiative. Le second aspect, nous allons procéder justement à des plaidoyers au niveau des PTF, des partenaires aussi bien nationaux que internationaux. Et troisièmement, les parents même seront sensibilisés et sensibles justement à cette meilleure alimentation pour leurs enfants. Donc je pense que le rôle même du secrétariat permanent, c'est s'investir justement dans cette mobilisation de ressources. Et puisque nous avons déjà l'engagement politique très fort, nous pensons que l'initiative va pouvoir aboutir. D'accord. Alors, de quels moyens est-ce que vous disposez, par exemple, pour vous assurer de la qualité des repas qui seront donnés aux enfants?
Bon, il y a, dans la gouvernance même de l'initiative, il y a le comité d'orientation et de coordination. Il y a des organes qui ont été mis en place. Et dans le comité d'orientation et de coordination, le Premier ministre est le président du comité. Ce comité regroupe un certain nombre de ministères, dont le ministère en charge de la santé et le ministère en charge de l'éducation, qui disposent déjà de structures qui veillent sur la qualité de l'alimentation. Et au niveau du ministère, justement, dans notre feuille de route, nous allons procéder à des fiches techniques, nous allons procéder à des fiches de menu qu'on mettra à la disposition, tout en formant les acteurs des cantines scolaires à utiliser ces fiches techniques. D'accord. Alors, docteur Sidibé, on va le rappeler, le lancement officiel, c'est prévu pour demain 17 juin. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce qui est prévu pour le lancement officiel? Bon, ce qui est prévu déjà et qui est très important, c'est la présence du chef de l'État, le porteur de l'initiative. C'est déjà, je pense, un aspect très important de ce lancement. Et sinon, au cours du lancement, il sera procédé à des remises de kits de semences, parce que tous les ministères en charge du secteur rural ont donné des semences, aussi bien des semences pour les produits premiers, justement, de l'initiative, à savoir le riz, le maïs et le niébé. Il sera aussi procédé à une remise de kits alimentaires à des enfants. Il sera aussi également procédé justement à un partage de nourriture avec les enfants. Le chef de l'État, vraiment, les enfants seront heureux de recevoir de leur père un repas qui leur sera offert. D'accord. Alors, docteur Sidibé, dernière question. Est-ce que l'initiative va toucher les 13 régions du Burkina? L'initiative présidentielle, elle est nationale. Nous allons peut-être commencer juste par des régions pilotes et après maintenant étendre progressivement. D'accord. Alors, merci d'être venu sur ce plateau relativement donc au lancement de cette initiative présidentielle. Nous portons à votre connaissance ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel de l'initiative présidentielle. Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour et la commémoration de la 9e édition de la Journée mondiale du lait, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 17 juin à partir de 8h à l'école primaire publique de Lemnogo, dans la commune de Zitenga, province de Loubritenga. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Par ailleurs, un cortège quittera la primature le jeudi 17 juin à 8h pour le lieu de la dite cérémonie. Suite de cette édition, c'est avec l'administrateur de la Banque mondiale que nous nous rendons au siège du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il s'agit surtout de mieux comprendre l'approche duale mise en œuvre par le PAFPA et la dupliquer dans d'autres pays. Les détails de la visite avec Roger Kam et Sekou Zongo. L'administrateur de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, dans les locaux du PAFPA, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, approche duale adaptée au Burkina Faso. Et comme un cours de travaux dirigé, Alphonse Ibi Kouagou découvre studieusement l'approche de cet instrument conçu pour l'apprentissage et la formation des jeunes burkinabés. Ils ont manifesté le désir de venir voir cette expérience qui est unique dans la sous-région. Parce que lors d'une de nos interventions à la Banque mondiale, nous avions fait état d'un certain nombre de projets que nous développions au niveau du patronat. Il s'agit donc du PAFPA. Donc quelque chose, me semble-t-il, qui les a impressionnés. Ils étaient venus voir, toucher du doigt la réalité de cette activité
qu'ils veulent voir dupliquées dans la sous-région. Ainsi, le PAFPA est un cas d'école pour la Banque mondiale. Quoi de plus normal pour ses premiers responsables d'exprimer leur fierté et de s'engager à poursuivre dans la formation professionnelle des jeunes. C'est une fierté pour nous de voir que ce que nous faisons à une petite échelle au Burkina intéresse la Banque mondiale. Et voilà, ça nous donne le courage d'aller de l'avant et de nous convaincre que ce que nous proposons aux jeunes est effectivement quelque chose qui a en tout cas de l'avenir. L'administrateur de la Banque mondiale, visiblement instruit et admiratif de l'approche du PAFPA, encourage la structure à la persévérance. Le PAFPA attend de la Banque mondiale la vulgarisation de la méthode dans toutes les régions du Burkina et des partenariats pour consolider ses acquis. Cet autre titre de l'actualité, les plans architecturaux de l'hôpital de Bobo sont validés par le ministre en charge de la Santé. Le nouveau centre, faut-il le rappeler, devrait permettre de désengorger l'ancien hôpital pour de meilleures prises en charge des malades. La signature des plans est intervenue ce 16 juin sous le regard de Urbain Benito Somé et Sébastien Zongo. Bobo Dioulasso aura bientôt un nouveau centre hospitalier universitaire. Le Burkina Faso et la République populaire de Chine s'accordent sur le plan architectural. C'est une grande étape qui va nous permettre de pouvoir faire en sorte que la partie chinoise procède au recrutement de l'entreprise pour la construction. Donc c'est encore une fois l'occasion pour nous de remercier la Chine populaire pour l'engagement à nos côtés du gouvernement, mais également aux côtés de la population, pour qu'on puisse concrétiser ce don et que cet hôpital puisse voir le jour dans les mois à venir. D'un coût estimé à environ 60 milliards de francs CFA, l'infrastructure aura plusieurs spécificités. C'est un centre hospitalier universitaire de haut niveau et qui aurait à son terme 500 lits d'hospitalisation. Et nous aurons à la fois des services de spécialité médicale, mais également de spécialité chirurgicale, des services d'imagerie, d'exploration fonctionnelle, mais également des services de laboratoire. Il y aurait aussi des aménagements pour le traitement des eaux usées, mais aussi on travaillerait aussi à ce qu'il y ait un équipement pour ce qui est la logistique, pour le transport et les références des patients de façon sécurisée entre les différentes structures de santé. Le début des travaux est envisagé pour fin 2021 pour une durée de 2 ans et demi. En milieu hospitalier, il n'est également pas rare de constater des cas de maltraitance dont sont victimes certains enfants, viols, violences ou même abandon. En ce 16 juin, où est commémorée la Journée mondiale de l'enfant africain, l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle attire l'attention des uns et des autres sur la nécessité de protéger l'enfant en milieu hospitalier. C'est à travers un panel suivi par Asmane Zoundi et Amandine Lalsaga. Cette fillette de 5 ans souffre de brûlures causées par une explosion de gaz. Cela fait plus de 6 mois qu'elle est internée avec sa mère, ici à la pédiatrie Charles de Gaulle. Et depuis lors, le père reste introuvable après avoir reçu les premières ordonnances. C'est au bord des larmes que sa mère témoigne. Nous sommes là depuis décembre 2020. Mon mari nous a juste déposés ici et le lendemain, il a disparu. Depuis lors, nous n'avons pas de ses nouvelles. Il nous a abandonnés à notre sort. La petite a besoin de soins et de greffe de peau et je n'ai rien pour sa prise en charge. En plus, je suis presque à terme. Je ne sais plus à qui me confier. La problématique est aujourd'hui au centre de cette rencontre organisée par le Centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle sur la protection des enfants en milieu hospitalier. Nous avons constaté de manière récurrente que les enfants qui viennent à Charles de Gaulle, il y a beaucoup de maltraitance et il y a beaucoup de cas de violence. Des coups et blessures, des viols sur mineurs. Et malgré l'abnégation du personnel soignant, malgré l'engagement du service social,
nous sommes confrontés à des difficultés. Entre panels et échanges, ces agents de santé et défenseurs des droits des enfants décryptent le phénomène sous toutes ses formes en vue de proposer des pistes de solutions. Nous avons toujours des soucis à travailler avec l'hôpital. Il y a des cas qu'ils reçoivent et qui malheureusement ils savent pas, est-ce qu'il faut signaler, est-ce qu'il faut laisser partir ces personnes-là, alors que c'est des cas qui quand même, si on se renseigne bien, ça pourrait être des faits infractionnels qu'on doit dénoncer au niveau de l'autorité judiciaire pour que les fautifs soient poursuivis. La rencontre se tient dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant africain, célébrée tous les 16 juin. Il est à présent question de normes et standards d'enregistrement électronique des personnes déplacées internes. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation s'y intéresse à travers un atelier de 72 heures. Les échanges permettront de dégager les forces et les faiblesses du système actuel. Roger Kam et Sekou Zongo. Le Burkina Faso veut perfectionner l'enregistrement des personnes déplacées internes pour apporter la réponse humanitaire adaptée. À travers cette rencontre qui réunit acteurs humanitaires nationaux et partenaires techniques et financiers, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR entend apporter des réponses à même de contribuer à la mobilisation des ressources et à l'orientation des réponses humanitaires. Avec l'attente de Sol 1, nous avons des chiffres mensuels. Tous les mois, CONASUR actualise les chiffres pour donner. Et l'atelier de ce matin a été fait pour que, ensemble, nous travaillions à améliorer cet outil pour mieux l'adapter aux réponses terrain humanitaires que nous vivons. Nous demandons souvent aux personnes déplacées internes de se faire enregistrer. Donc tout ça nous amène à être encore plus opérationnel et plus rapide pour la réponse. Une refonte du formulaire d'enregistrement, une élaboration du protocole de partage des données sont entre autres points abordés au cours de cet atelier. Et pour le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, ce processus d'enregistrement doit répondre également aux principes de transparence et de redevabilité mutuelle. C'est parti pour le 4e concours Jeunes Talents Antiques organisé par le ministère de l'économie numérique. Ce 16 juin, le département en charge s'est surtout exprimé sur les domaines de compétition et les conditions de participation. Il a donc convié la presse à des échanges ici résumés par Daouda Ouattara et Bienvenue Tansa. Le comité d'organisation du concours génétique face à la presse pour apporter des précisions quant au déroulement de la 7e édition lancée depuis le 31 mai dernier, un concours initié par le ministère du Développement, de l'économie numérique et des postes qui vise à créer une saine émulation autour de la création de projets porteurs dans le domaine des TIC. Il s'agit de transmettre aux candidats du concours des connaissances supplémentaires pour améliorer leurs projets et les techniques oratoires pour présenter des avantages avec les potentiels partenaires et bailleurs de fonds, récompenser les solutions lauréates à fort impact sur les secteurs de développement prioritaire. La compétition porte sur 7 domaines que sont le secteur rural, la sécurité, la santé, le transport, l'économie verte, le foncier et l'innovation libre. Le prix de chaque lauréat est constitué d'un trophée, d'une attestation et d'une somme de 3 millions de francs CFA. Et la somme de 3 millions de francs CFA, cette année, nous avons décidé de le repartir comme suit. 500 000 francs pour le lauréat directement, 1 million de francs pour l'accompagnement du projet via une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, 1 500 000 francs CFA comme fonds d'amorçage de la start-up du lauréat. Le concours de détection de jeunes talents antiques s'adresse aux jeunes désireux de se lancer dans la création de start-up. Les inscriptions se déroulent en ligne et courent jusqu'au 8 août prochain. Jeunes Talents Antiques qui est aujourd'hui à sa 7e édition. Intégrer désormais les migrations, l'environnement et les changements climatiques dans les plans de développement, c'est le souhait de l'OIM à l'endroit des collectivités territoriales burkinabè
Pour ce faire, l'Organisation internationale des migrations a donc opté pour 3 jours de concertation pour de meilleures planifications. Ali Doubadini et Vincent Chendrebeo. Trouver le lien entre les migrations, l'environnement et les changements climatiques et l'intégrer dans les plans locaux de développement, c'est l'objet de cette rencontre. Il s'agit en effet d'une formation initiée par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, au profit de quelques collectivités territoriales. Le projet a permis de créer des outils qui n'existaient pas. Ce sont des outils qui vont permettre cette formation de s'approprier justement la méthodologie, comment insérer le lien entre migration et changement climatique et prendre en compte cette problématique dans les politiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement au niveau local. On travaille aujourd'hui avec les maires, ce sont des solutions concrètes qui vont être discutées et proposées et faire le lien avec les communautés. C'est le ministre en charge de l'environnement qui ouvre la session de formation qui doit durer 3 jours en soulignant la pertinence du lien à faire entre les migrations et les changements climatiques. Dans cette situation d'insécurité et également dans cette situation de mouvement assez important des populations, ce sont les forêts qui sont les plus mises à rude épreuve. Cette thématique-là, elle est très importante, aussi bien pour l'OIM que pour le gouvernement burkinabé, qui aujourd'hui a le devoir de protéger ces forêts dans un contexte où nous avons le changement climatique qui nous interpelle, que nous devons travailler à la résilience des populations face aux effets néfastes de ce changement climatique. Pour ce projet, les communes de Mané et de Téma-Bokan sont concernées. Et pour les 25 acteurs culturels du ministère des Arts, la compétence est désormais acquise en matière de marketing culturel, de techniques de vente en ligne et d'élaboration de plans d'affaires. Tous sont passés par l'épreuve de la formation sanctionnée par la remise d'attestation ce 11 juin. Le témoignage de Amadou Ilboudo et Estelle Judith Assokba. Laure Guiré, artiste comédienne, est l'une des bénéficiaires de cette formation. Sa vision aujourd'hui est de créer une entreprise culturelle et avec la ferme volonté, elle nous confie qu'elle est désormais apte à pouvoir réaliser ce rêve. Quand tu veux aller à l'étape d'élaboration du plan d'affaires, c'est que tu vois grand. Parce que nous, on était dans les étapes de demande de subvention. Ça devient maintenant, il faut penser à créer, à être entrepreneur dans culturel. Donc, il faut entreprendre. Et donc, moi, ça, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup parce que j'ai beaucoup de vision pour les femmes. Ils sont au total 25 acteurs culturels qui évoluent dans le domaine de la musique, des arts plastiques et du théâtre à avoir bénéficié de cette session de formation à Zignaré. Une formation axée sur le marketing culturel, le plan d'affaires et la technique de vente en ligne. La formation que nous les avons donnée vont les permettre effectivement de mettre des entreprises compétitives sur la scène nationale et créer ce que nous appelons l'économie de la culture. Ils reçoivent ici leur attestation de fin de formation en présence de leur ministre de tutelle. L'occasion faisant le larron, les apprenants ont émis quelques doléances à Élise Ilboudo Tchombiano. Notre vision, c'est de faire en sorte en tout cas que tous puissent bénéficier au fur et à mesure d'une formation qui puisse les permettre de se nourrir de leur profession. Ils ont demandé aussi à ce que les managers soient pris en charge. Nous allons regarder ensemble avec la DGA comment est-ce qu'on peut également prendre ça en compte. La formation a été organisée par la Direction générale des arts et du tourisme. Et dans le domaine des arts et de la culture, ils ne sont pas en reste et voient leurs efforts récompensés. Et ça, c'est une première. Il s'agit des acteurs du théâtre qui vont bénéficier cette année de paiement des droits voisins. Une initiative du Bureau burkinabé des droits d'auteur expliquée à la presse ce 16 juin. Le droit voisin et ses implications, c'est avec Amadou Ilboudo et bienvenue Tansar. Les producteurs d'œuvres théâtrales, à savoir les associations, les troupes théâtrales et les comédiens, sont les bénéficiaires du droit voisin de cette année 2021. Un droit qui a pour objectif de protéger les intérêts des artistes dans le grand ensemble. L'annonce est faite par le Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA qui, face à la presse, apporte plus de précision. À la faveur donc des 20 ans du théâtre qui avait été organisé donc par la FENATEP, l'une des préoccupations majeures des acteurs du théâtre était la question de la mise en œuvre des droits voisins. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons procéder en 2021 à la mise en œuvre effective
des voisins au profit des bénéficiaires de la filière du théâtre. Les conditions d'adhésion et le processus de répartition des droits voisins aux acteurs du théâtre sont à prendre en compte. Pour les producteurs, il faut d'abord justifier d'une immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier pour une activité dont l'objet se rapporte à la production d'une œuvre littéraire et artistique. Qu'est-ce que les interprètes doivent nous fournir? Il faut au moins avoir participé à l'enregistrement d'un phonogramme ou d'un vidéogramme ou d'une fixation d'une œuvre théâtrale. Les frais d'adhésion s'élèvent à 2 500 francs CFA pour les comédiens et 10 500 francs CFA pour les producteurs dans le domaine du théâtre. La réception des dossiers a débuté le 1er juin dernier. Elle prend fin le 15 juillet prochain. Hors de chez nous, c'est finalement aujourd'hui à Genève en Suisse que s'est tenu le sommet tant attendu entre le président américain et le président russe Vladimir Poutine. Annoncé pour 5 heures d'horloge, la rencontre aura finalement duré moins de 4 heures. Le premier sommet Biden-Poutine a commencé à Genève. Une première rencontre qui s'annonce difficile et tendue et dont il y a peu d'avancées significatives à attendre, tant les dossiers problématiques sont nombreux. Au programme, 5 heures de discussion, au moins sans pause repas et pas de conférence de presse commune, car les distances entre Américains et Russes sont encore trop grandes. D'ailleurs, cette rencontre à Genève rappelle celle qui avait eu lieu entre Reagan et Gorbatchev dans la même ville en 1985, en pleine guerre froide. Joe Biden a déclaré qu'il voulait dire à Vladimir Poutine quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir pour la Russie. Le président russe, lui, explique qu'il entend juste mettre au défi l'hégémonie américaine. Une source diplomatique a indiqué que la seule avancée dont pourrait accoucher le sommet de Genève est un retour à leur poste des 2 ambassadeurs russes et américains. Un sommet jugé satisfaisant, constructif et positif pour les 2 chefs d'État, avec l'engagement d'un retour des ambassadeurs respectifs. Joe Biden a par ailleurs proposé à Poutine des relations plus prévisibles à l'avenir. Voici qui referme le 20h de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.